Ici Stéphanie Dubé. Et Alexandra Joyal. Bienvenue sur le podcast La Grande Vision. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast La Grande Vision. Aujourd'hui, moi et ma collègue Alexandra Joyal, on aborde un sujet tellement pertinent dans le domaine du leadership, soit celui de la gestion émotionnelle. Ça se peut que ça vous mette en réaction, peut-être que vous allez vous voir à travers ce qu'on nomme et que ça va vous amener à assumer des parties de vous et à les travailler aussi, ou peut-être des gens qui sont en autorité par rapport à vous. Et assurément que c'est un domaine qui est vaste, le domaine des émotions et de la gestion émotionnelle, mais on souhaite vraiment vous amener à peut-être vous permettre de vous développer davantage sur ce sujet-là et évidemment faire les prises de conscience nécessaires parce qu'on ne peut changer que ce qu'on voit de soi ou des autres. Donc, c'est les prises de conscience qui sont nécessaires pour le changement. C'est un sujet sensible qui peut mettre en réaction, mais on vous invite à faire le chemin avec honnêteté, comme on le fait nous aussi tous les jours. Alors, bonjour, mon ami, collègue Alex. Allô? Eh oui, tu l'as dit, c'est un sujet sensible parce qu'on parle de réaction puis on parle d'émotion. Puis quand on vit des émotions, puis que c'est pas bien géré, bien on réagit. L'inverse aussi est vrai. On peut avoir une réaction, mais être capable de s'autoréguler puis éviter que ça dégénère et de faire subir nos émotions à d'autres personnes autour de nous. Oui. Puis c'est de ça qu'on jase aujourd'hui. Puis je vais juste le nommer d'entrée de jeu. Ça nous est tout le monde arrivé d'être en non-gestion De émotionnelle, péter une coche. de péter une coche, de déborder, que ce soit de l'impatience, de l'irritabilité, de la grande, grande, grande joie, n'importe quoi, une émotion qui déborde sur d'autres personnes. Ça nous est tout arrivé et on n'est pas parfait. Mais ici, ce qu'on jase aujourd'hui, c'est vraiment d'aller parler de la gestion émotionnelle qu'il y a derrière l'humain et encore plus précisément dans le cadre de ce podcast-ci, qui est sur les personnes en posture d'autorité, Oui. de leadership. Puis, tu sais, Alex, il y a des gens qui ne sont pas d'emblée des émotifs. Par contre, on s'entend, là, tous les humains vivent des émotions, mais il y a des gens qui n'ont pas ce trait-là particulier de l'émotion. Ils vont être plus dans le rationnel, l'intellect. Et ça se peut que, naturellement, ces personnes-là en posture d'autorité aient moins de débordement ou même à faire ce travail-là parce que ça paraît pas trop. Ils ont une nature calme. Il y en a qui l'ont, là, Oui. sans avoir aucune notion de psycho puis sans savoir ce qui se passe en eux. Ça peut être un problème dans leur vie personnelle, mais ça ne débordera pas dans le travail. Oui. Mais il y a des gens qui sont dans l'émotion, qui sont des émotifs. Ça a des avantages d'être des émotifs, là, mais ça a aussi comme un côté où il faut se connaître pour ne pas basculer dans quelque chose qui pourrait devenir négatif. Oui. Et il y a des gens qui sont impulsifs aussi. Puis l'impulsivité, les émotions, ça fait pas toujours bon ménage. Donc, à ces personnes-là, peut-être qu'aujourd'hui, ça va amener une certaine réflexion. Écoute, je me permets quand même de dire que je suis une personne avec beaucoup d'impulsivité. On le sait. Et si j'avais su plus tard que quand j'étais, tu sais, on s'entend, là, enfant, très jeune enfant, un enfant, c'est normal qu'il ne s'autorégule pas nécessairement facilement. J'avais déjà beaucoup d'impulsivité, mais ça m'a suivi jusqu'à l'âge adulte. Ça m'a suivi même dans mon rôle de mère. Puis à un moment donné, j'ai fait « Oh, il faut que j'apprenne à gérer ma colère. Il faut que j'apprenne à gérer mon agressivité. Il faut que j'apprenne à gérer mon impatience. Il faut que j'apprenne à mieux communiquer mes besoins. » Parce que là, ça faisait des dégâts pour vrai. Puis ce que je veux dire aux gens qui nous écouteraient aujourd'hui, c'est ça se peut. On peut être une personne extrêmement impulsive, puis apprendre à se gérer, ça se fait. Ça se fait rarement seul, je vous dirais. Ça se fait en ayant à se faire coacher, soit de la thérapie, soit du coaching, en ayant lire des livres, en écoutant des podcasts comme on le fait avec vous, en s'informant, en étant intéressé. Mais il faut que ça parte d'un désir, premièrement, intérieur, puis il faut s'être observé. Et moi, je vais parler de la gestion émotionnelle. Oui. Parce que tu as pris la tangente de l'impulsivité. Je suis une hypersensible et je suis une hyper émotive. Oui. Hein? Alors moi, quand ça fait mal, ça fait beaucoup mal. Et ça peut sembler même d'un point de vue des mécanismes de défense à de la dramatisation. Dans le sens où c'est ma fin du monde. Je vais mourir. Tu sais, des fois, je te dis ça, je vais mourir. Mais dans une posture de leadership, on n'a pas le choix d'être en maîtrise. Ce que ça veut dire, c'est je ne peux pas exposer ça à mon équipe, exposer ça à mes clients, exposer ça à mes collègues, exposer ça à des contractuels. J'ai le droit d'être ce que je suis. Et ça se peut que j'ai un temps pour réguler ces émotions-là, mais j'ai à les gérer ou à les remettre à plus tard. Puis c'est de ça qu'on c'est ça qu'on aborde, en fait. C'est pas de dire, vous n'avez plus à être des êtres émotifs, vous n'avez plus à Il n'y a plus être d'émotion. des impulsifs, vous n'avez plus à être, vous êtes qui vous êtes.
Mais se connaître permet de faire: «Oh, là, je vais devoir prendre mon pas de recul et faire ce qu'il faut pour pas perdre ma posture». Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est à tenir au niveau d'un groupe quand on est en posture de leadership et ça, c'est le sujet de la gestion des émotions. Oui. Donc, Tu sais, voilà. et c'est un peu comme d'imaginer quelqu'un, un boss, un patron, n'importe qui, un entrepreneur, qui aurait, parce qu'il glisse dans de l'émotion, qui aurait à peu près 6-7 ans d'âge mental, dans le sens où il se met à crier, il se désorganise, où il se met à se plaindre, où il se met à être dans une posture où il fait des dégâts. C'est un peu comme un enfant qui n'est pas capable de se gérer. Puis ça, on en voit. Il y Oui. en a. Il y en a dans à peu près n'importe quel type de leadership, que ce soit des équipes sportives, Oui. que ce soit des professeurs, que ce soit des gens dans des grandes entreprises. On voit ça. Je suis certaine que vous avez déjà vu ça, connu ça, ou ça a peut-être été même vous-même qui avez fait ça. Et malheureusement, si c'est pas abordé et vu par la personne concernée, ça peut créer ce qu'on appelle un «j'ai moins confiance en mon leader». Donc, il n'est pas vraiment un leader. Parce Mm. que le leader, on s'attend de lui ce qu'on a nommé dans l'épisode précédent. Oui. Alors, s'il n'est pas capable d'incarner ça, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas dans la posture juste. Et ce que ça fait dans l'énergie et dans les comportements humains, quand un leader est dans une posture de leader, mais qu'il n'incarne pas les aspects qu'on s'attend, Oui. ça fait qu'il va être remplacé. Il y a quelqu'un qui a les caractéristiques qu'on recherche chez un leader qui va prendre cette place-là. Puis ça, c'est pas écrit, là. C'est pas comme moi, je vais le remplacer. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme si l'équipe va finir par se tourner vers peut-être quelqu'un d'autre qui est capable de tenir tout ça et il va y avoir un remplacement de la personne. Évidemment, on le voit pas partout parce qu'il y a des endroits, c'est la personne a ouvert sa propre entreprise. Au pire, l'entreprise va fermer s'il n'y a plus personne pour travailler avec. Ouais. Mais dans des endroits où les leaders peuvent être remplacés, on va le voir, ça arrive. Donc, si tu es bien dans ta posture, que tu as envie d'être là, puis d'œuvrer dans un poste comme celui-là, je crois qu'à un moment donné, il faut que tu t'occupes de cet aspect-là parce que quelqu'un qui se désorganise, qui a l'air d'un enfant de 4 ans, puis Oui. je m'inclus là-dedans, ça m'est arrivé dans ma vie là, de faire et que je ne me suis pas gérée. Mais dans le cadre d'un travail, on tente de ne pas aller là. Mais ce que ça fait, c'est on a moins confiance. C'est comme, c'est tellement pas mature que notre regard sur cette personne-là qui est censée être notre inspiration, c'est comme moi, je vais me laisser guider par cette personne-là. Ça fait Puis il y pas a de quelque sens. chose qui fait non-sens. Oui. Puis là, Puis- on perd du leadership. Oui, puis non seulement il y a des gens qui vont être tassés de ces emplois-là, mais à l'inverse aussi est bon. J'ai dans mon bureau des hommes d'affaires qui essaient d'accéder à des postes de gestion ou de direction et qui se font dire par les gens en place, tu as bien plus d'expérience que tout le monde, mais pour l'instant, tu n'es pas assez capable de gérer ton impatience, tu n'es pas assez capable de gérer tes émotions, ce qui fait qu'on a peur de te mettre sur ce siège-là. Donc, Oui. va apprendre à gérer ça. Puis, si on voit Uh-huh. que ça se développe, bien, on va te le donner, le poste. Ouais. Puis, on fait ça. Je veux dire, je coach des gens, tu coaches des gens, on fait ça. Puis, moi, je trouve ça intéressant parce que je vois que par ma propre gestion émotionnelle que j'ai dû développer, étant donné la grande impulsivité et l'hypersensibilité que j'avais, que j'ai encore d'ailleurs, je peux accompagner maintenant des gens qui sont dans cette même problématique-là, mais je comprends leur réalité, mais là, j'ai envie de leur amener des connaissances, des techniques de gestion émotionnelle, puis c'est de ça qu'on jase Oui. aujourd'hui. Quand je donne mes cours à mes étudiants, c'est souvent l'image du petit canard que je donne. Vous savez, sur Ah oui. un lac, là, on va dire que c'est le matin, là, le lac, il est flat, là, mais il est miroir. Là. Tu sais, là, il n'y a pas de vague. Puis là, on voit comme 2 canards apparaître. Vous pouvez mettre des oies, là. Quelque chose qui a des pattes en dessous de l'eau. OK, avec des plumes. Ça glisse, hein? C'est vrai, hein? Tu sais, ces Ouais. canards-là, on les voit glisser, là, c'est sweet. Là. Même si ça détend, tu les regardes, tu me dis, oh, je m'apaise. Mais en dessous de l'eau, là, le canard, il fait Il ça, là, il bouge. bouge. Mais il n'y a rien qui revole. Le leadership, c'est un peu ça. Ça se peut que même il y ait des journées où en dessous, ça fait pas ça. Ça fait comme le souris dans Petit Trou d'hamster. Là, tu sais, Ouais. Ouais, ça bouge. ça bouge vite, mais ça paraît pas. Mm. Puis c'est pas d'être ah mais c'est pas authentique. Ah c'est faux en fait. Non, c'est que par ton poste, tu n'as pas à faire comme si tu vivais pas ces émotions-là, mais pas devant tout le monde, pas n'importe comment. Tu as une posture Tu à as tenir. une posture à tenir, c'est Exact. ça. Que nous, on appelle la posture juste. Oui. Le bon équilibre entre mon contrôle, mes tâches versus comment j'agis avec les Oui. autres. Une posture juste. Puis à qui je dois
avec qui je dois ouvrir sur ces émotions-là que je ne régule pas bien ou que je n'arrive pas à gérer complètement, mais que je maîtrise pendant que ça se passe parce que je ne peux pas me désorganiser. Ça ne peut pas être votre équipe nécessairement. Ça peut être, Il faut pas, le tu sais, plus possible. ça peut être ton coach ou un bras droit qui a un côté coach ou un côté Puis on va en développement reparler. personnel Oui. ou quelqu'un qui est carrément extérieur à la boîte où tu travailles ou qui est dans la boîte mais qui a ce poste-là. Ou avec toi-même, parce qu'il y en a qui vont réussir à le faire en se décantant sur plusieurs heures avec des outils, des techniques, on va jaser de ça, puis ils vont réussir à se réguler dans la journée par eux-mêmes, là, parce qu'on peut Mm. aller respirer, il y a des façons de le faire. Mais c'est pas l'équipe là, qui doit recevoir ça en faisant, là, je veux juste vous dire, je me maîtrise pas, fait que je vais toutes vous donner mes insécurités. Non. C'est pas la tâche de ton équipe de t'aider à gérer tes émotions. Non, puis c'est pour ça que souvent, les entrepreneurs, on va euh, leur donner comme conseil de s'affilier à d'autres entrepreneurs, d'aller dans des associations d'entrepreneurs, de se faire coacher. C'est important d'avoir un espace où ils vont être au contact avec d'autres personnes qui ont la même réalité qu'eux, Ouais. mais que ça ne sera pas des débordements en lien avec leur clientèle, leurs employés. Ils vont jaser de ça à l'extérieur avec d'autres personnes en posture d'autorité qui vont se comprendre. C'est ça. Et ça, c'est sain. Puis c'est la même chose si on prend des thérapeutes, des Mhm. coachs qui sont dans du one-one, Oui. dans des bureaux. Ce que je fais, ce que plusieurs font, ce que tu N'importe fais, quel ce que tu intervenant, enseignes. peu importe par où tu as passé dans tes études, là, tu fais de la relation d'aide, OK? Ça peut très bien arriver là, qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, tu déclenches ton client. Des fois, c'est ton ton de voix qui déclenche. Des fois, c'est parce que tu n'as rien dit. Des fois, c'est parce que tu as dit quelque chose. Des fois, c'est parce que tu as regardé ton papier. Des fois, c'est parce que tu as cligné des yeux. Tu n'as pas cligné des yeux. Une situation, n'importe quoi peut déclencher une personne. Là, je dis le client, mais ça pourrait être dans n'importe quel contexte de vie. À partir du moment où la personne est déclenchée, mais que tu es le leader, que tu es la personne en posture d'autorité, tu peux pas embarquer dans le game Mm. de tu me déclenches, Ben je non. te On donne-tu un déclenche. exemple? Oui, vas-y. Je te donne un exemple de quelque chose que j'ai vécu il y a plusieurs années Oui. avec une cliente. Je suis thérapeute en relation d'aide. La cliente arrive dans mon bureau. Cette journée-là, je m'étais maquillée plus qu'à d'habitude. Je m'étais mis du gros rouge à lèvres rouge, pétant. J'avais fait mes cheveux parce que je m'en allais après dans une soirée. Fait qu'exemple, je finissais de travailler à 5 heures. Ben à 5 heures, je m'en allais à Montréal dans une soirée. Et là, la cliente arrive dans mon bureau, puis elle n'est pas habituée de me voir autant maquillée. Et là, sa réaction, elle me regarde, puis elle fait « My God, as-tu vu la Barbie, toi, et chose? » Elle me dit quelque chose qui ressemble à Puis là, ça. on s'entend, je vais juste arrêter ici dans l'histoire. Il y a un jugement dans le commentaire. Oui, dans Avec son le ton de voix. là, il y a un jugement, ce qui veut donc dire qu'ici, elle est déclenchée dans quelque chose. Il y a une projection. Ça, c'est des mots, là. Mais... Oui. Et toi, tu ne dois pas embarquer là-dedans parce que ça se peut que ça te heurte de te faire dire ça, là, à ce moment-là. 100 OK. En fait, puis juste pour mettre un peu de gras autour de l'histoire, cette cliente-là, elle me consulte. Elle est dans mon bureau, entre autres, parce qu'elle veut travailler une problématique d'image d'elle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à s'aimer, à se trouver belle, à prendre soin d'elle dans son corps physique, dans son esthétique. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà ça qui est là. Et là, sans le vouloir, moi, je lui joue cette journée-là dans sa pièce de théâtre à elle. C'est comme si là, j'ai mis encore plus de beauté ou d'esthétique dans de quoi j'ai l'air. Devant elle. Devant ce qu'elle elle. voit devant elle. C'est ça. Exact. Donc là, la cliente arrive, elle me dit ça. Et là, moi, c'est sûr, sur le coup, honnêtement, le feu, il a monté un petit peu. Là. Tu sais, Les quand émotions. le feu a monté dans le ventre, là, puis ça a pogné. Puis là, j'ai fait comme, OK, respire, Alex, respire. Cette cliente-là, elle est en train de te parler d'elle. Oui. Moi, l'image que je lui projette, ça parle de ce que elle a beaucoup de difficultés à faire avec elle-même. Oui. Et ça la déclenche. Oui. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé. Oui, et ta posture est juste à ce moment-là parce que comme tu as de la connaissance de toi et de la connaissance de l'autre et de la connaissance des systèmes, tu es capable de faire, il ne faut pas que j'aille là. Mon rôle, c'est de tenir ma posture puis d'accueillir cette personne-là qui me fait une projection, qui a un jugement gros de même là-dedans, puis de l'accueillir avec toutes mes connaissances, puis pas aller dans l'émotion qui monte parce que tu restes un humain sous ton siège de thérapeute. Puis il y a une émotion qui monte, mais ce que tu fais, c'est que tu prends ton émotion puis tu es capable de dire, je vais mettre ça sur la tablette ici, Oui. puis je vais m'occuper de ce qu'elle m'a fait vivre avec son commentaire quand elle va avoir Après. quitté. Et pendant que je suis avec elle, je suis capable de faire, c'est là, je ne l'oublierai pas, mais je redeviens disponible. Et ça demande du travail sur soi de faire ça. C'est un exemple, mais ça reste ça. Puis là, on va donner l'exemple, c'est hypothétique parce que tu ne l'as pas fait.
Mettons que tu aurais réagi, parce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de gestion émotionnelle, c'est Oui. est-ce que tu réagis Ou ou pas. tu es en gestion émotionnelle. On va dire que c'est la même histoire. Elle projette la problématique Elle d'image, me dit la elle dit la phrase. phrase, tu sens l'émotion qui monte, puis tu gères pas. Ça donne quoi? Ça pourrait donner, ben là, franchement, je me suis juste maquillée, là. Qu'est-ce que, en quoi ça te dérange? Tu trouves ça too much? Fait que je pourrais soit être allée dans le doute. Oui, Mettons, elle aurait pu me faire douter de moi en voulant dire, oh mon Dieu, c'est peut-être vrai que je me suis trop maquillée. Ça aurait pu aussi m'en aller, me connaissant, dans de l'irritation, un peu comme dans de quoi tu te mêles. Ouais. Tu sais, c'est quoi, j'ai le droit de Ouais. maquiller comme que je veux. Ou j'aurais pu rentrer dans la justification aussi, oui. en disant, ouais, mais là, c'est parce que là, je m'excuse, d'habitude, je fais pas ça, mais là, j'ai quelque chose après. Ta, 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 Ouais. ta. Donc, je ferais pas ça habituellement, mettre du rouge, parce qu'il faut pas mettre du rouge, je vois bien que ça te déclenche. Exactement. Tu sais, fait que j'aurais pu aller là-dedans. C'est pas ça qui s'est passé. Puis même, je dirais, j'ai utilisé ce qui s'est passé et je l'ai amené dans le cadre du soin ou de la rencontre. Ouais. Ça veut dire que je vois bien qu'il y a quelque chose qui te dérange dans le fait que Ouais. c'est effectivement, je suis pas habillée puis je suis pas maquillée comme d'habitude. Ouais. Donc, tu l'as abordé. Je l'aborde. Mais c'est ça une posture juste, en fait. Puis quand elle est partie, probablement que tu as fait un exercice à te demander qu'est-ce qui a déclenché en moi? Ouais. C'est quoi l'émotion qui m'a troublée avec ça? Puis est-ce que c'est important ou pas? Justement, je vais rester dans qui je suis avec mes besoins, mes envies, mon identité. Et ça lui appartient d'aimer ou pas. Elle a même le droit de me juger, en fait. Ouais. Mais tu sais, c'est le travail sur soi qui permet ça, là, Alex. Ah oui, puis dans ce cas-ci, c'était une blessure de jugement. C'est Ouais. comme elle me juge, puis ça aurait pu me remettre en doute. Puis je pense qu'elle l'a fait pendant peut-être quelques heures, là, de dire, j'ai-tu le droit comme thérapeute aussi de m'habiller, de me maquiller comme je veux? Oui. Fait qu'elle est quand même venue un peu gratter ça. Oui. Je serais menteuse de dire que ça n'a rien fait. Oui. Mais je m'en suis occupée après, comme tu as dit. Oui. Puis ça, c'est un cas, il y en a plein, là, tu sais, on en a plein des histoires comme ça. Les gens nous déclenchent. Oui. Puis c'est pas parce qu'on est dans des postures, c'est pas parce qu'on a de la connaissance de soi qu'on n'est pas non plus déclenché. C'est juste que la différence, c'est qu'on est capable de faire comme ici, je suis déclenché, mais je vais retenir ça. Je vais mettre ça, comme tu as dit tantôt, sa tablette. Je vais y revenir. J'en jaserai avec mon chum ce soir. J'appellerai mon ami. J'irai au pire me faire coacher si ça revient puis c'est tout le temps là. Mais je vais être capable de mettre ça de côté. Puis là, en ce moment, je vais servir la personne qui est devant moi, qui est en train de vivre une émotion. Même si moi aussi, je vis une émotion. Oui, mais c'est toi la leader, puis c'est elle la cliente à Exact. ce moment-là. Puis c'est ça l'art de comprendre c'est quoi tenir une posture. Puis là, on parle dans du 1-1, mais les gens qui ont des entreprises puis des équipes, c'est pas du 1-1, Mais là. non. C'est du 1-1, 1-1, 1-1 là, 1-1 là, un encore là. Ça Oui. s'arrête pas. C'est continuellement présent, tu sais. Oui. Puis il faut être prêt il faut être prêt à assumer que ça vient avec la responsabilité du leader que de tenir cette posture-là. Oui. Il y en a qui pourraient dire que c'est épuisant, tente pas. Bien, Ah oui. effectivement, tu aurais le droit de dire effectivement, prends pas ce poste-là d'être le responsable d'une équipe ou de personnes que tu sers parce que ça vient avec. Oui. Puis, tu sais, là, on a parlé de la réaction, de l'impulsivité, de quelque chose qui est visible, là, tu sais, quelqu'un qui crie, qui se désorganise, qui rentre en colère, qui s'impatiente, tout ça. Il y a aussi ce qu'on appelle des modes défensifs plus subtils. Oui. Ça veut dire que la personne, elle n'aura pas l'air d'être impulsive, elle n'aura pas l'air de se désorganiser, mais elle va passer par d'autres chemins Qui sont des mécanismes de qui défense. sont des mécanismes de défense pour faire sentir l'autre, donc l'autre étant le collègue, l'employé, l'enfant, peu importe, Oui. d'une manière négative. J'aimerais ça que tu Oui. nous en parles Puis un juste avant, pour ceux qui ne sont pas encore nécessairement à l'aise avec les concepts de mécanismes de défense Oui. ou les défensives, ou des termes, en fait, là, moi, j'aime bien prendre l'image du Hulk. Hulk est un dessin animé là, d'un peu. Le gros bonhomme vert. gros bonhomme vert là, qui est bon. Alors, dans notre cerveau, on a des émotions, évidemment, qui viennent de nos histoires, qui viennent de nos pensées, qui viennent d'histoires qu'on se raconte aussi. Alors, il arrive un déclencheur. Le déclencheur, ça peut toujours être une histoire, un ton de voix, une attitude, une situation, un événement, une personne qui a parlé, pas parlé. Comme je dis, c'est n'importe quoi qui déclenche selon nos histoires. On n'est pas tous déclenchés sur les mêmes choses. C'est ce qui fait que des fois, on regarde quelqu'un, on fait « you overreact », Oui, capote. oui. Comment ça? Puis toi, tu te dis, voyons, je capoterais pas là-dessus. Non, mais toi, tu capotes sur d'autres D'autres choses. Tu sais, fait qu'on a chacun nos histoires qui nous déclenchent selon notre histoire, notre blessure. D'où l'importance de connaître nos blessures. C'est aussi un travail qui demande du temps. Oui. OK? Quand on comprend ça, ce qui se passe, il arrive une histoire qui est analysée quelque part par ton inconscient ou tes pensées, là, qui va être pognée.
très rapidement sans que tu t'en rendes compte. Si tu n'es pas conscient de tout ça, la blessure s'active et ton Hulk, qui est le bonhomme vert, OK, il va faire « je vais te manger », OK? Parce que ce qu'il veut pas, c'est que tu souffres. Il veut pas que tu souffres. Et une blessure qui s'active, ça fait souffrir. Ça fait mal. Ça fait pas du bien. C'est l'ego. C'est Quand l'ego. on dit C'est ça, l'ego. l'ego veut te protéger, veut pas que tu souffres. Oui. Fait que lui, il va faire Hulk est là, puis il va te manger, il va te détruire. Parce qu'il veut surtout ressentir pas ça. Alors, il y a un mécanisme de défense qui va se mettre en place. Il y en a plein des mécanismes. On va en parler de 4 en particulier. On va parler de la confluence, de la projection. On va parler... De la culpabilisation puis de la Oui, dévalorisation. c'est ceux-là qu'on va utiliser pour les exemples pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui peut se jouer dans des dynamiques humaines, dans des entreprises, avec des clients, si on n'est pas conscient. Mhm. Et que quelqu'un nous déclenche, puis qu'on a une émotion qui arrive et qu'on ne la gère pas. Puis je le rappelle, une émotion, elle n'arrive pas de nulle part. Elle arrive parce que ça touche Une blessure. une blessure, à moins que l'émotion soit une émotion de joie, là, mais Oui. une émotion qui nous déclenche dans le négatif, Oui. c'est qu'il y a une blessure en dessous. Oui. Je donne un exemple Oui. rapide aux gens pour essayer de retenir. Celle que je vais vous nommer ici, ça vient pas de moi, ça vient des blessures de l'aide de Lise Bourbeau, qui est comme les 5 blessures qu'on va retrouver le plus facilement. Puis il y a un acrostiche, le fun pour les retenir. Puis moi, je les retiens avec ça, donc peut-être ça peut aider les gens. Retenez le mot trahi, T-R-A-H-I. C'est le début de chaque lettre pour chacune des blessures. On s'entend des blessures, il y en a 20, 30, il y en a plein. Ouais. Mais les blessures de base qu'on peut après ça élaborer, donc le T pour trahison, le R pour rejet, le A pour abandon, le H pour humiliation et le I pour injustice. Oui. Donc ça, c'est les 5 blessures de base que Lise Bourbeau énumère Oui. dans ses livres, dans ses conférences, dans tout ça, et qu'on peut revenir à facilement. Fait que Oui. quand on fait un travail sur nous, on peut se demander, entre autres, laquelle de ces 5 blessures-là qui est S'active, activée. c'est ça. S'active avec la situation qui est là. Puis mon émotion, elle cache ça. Elle parle de ça. C'est pas qu'elle cache, elle parle de ça. Il Exact. faut que je le voie. Mais c'est quelque chose de voir ça en temps réel. Là, au moment où ça se passe, faire hey, j'ai une émotion, c'est quoi la blessure? Puis là, mon Hulk, qui veut faire quoi? Souvent, on ne le voit pas en temps Non. réel. C'est pour ça qu'on se retire. Mais ça, on y reviendra dans nos recommandations, Oui. conseils de comment on gère ça, les C'est ça. émotions. Puis parce qu'on l'observe dans les équipes, parce qu'on l'observe dans les milieux où il y a du contexte d'autorité, c'est ceux-là qu'on a décidé d'aborder, pas les blessures, mais les mécanismes, confluence, projection, dévalorisation et culpabilité. Fait qu'on va donner des exemples. Oui, OK? c'est une bonne idée. Ça tente de commencer avec la dévalorisation. Oui, oui. Donc, mettons quelqu'un en posture d'autorité qui subtilement va faire de la dévalorisation. Ça apparaît pas sur le coup quand on ne connaît pas ça, mais moi, je pense à quand j'étais plus jeune, ma mère était avec un homme, c'était mon beau-père à l'époque, puis c'était un homme qui était très sérieux, tout ça, très autoritaire, et il utilisait souvent la dévalorisation. Donc, je donne un exemple, je pliais le linge, il prenait le panier de linge, il pouvait le renverser en me disant « Là, tu vas me plier ça mieux que ça, moi te montrer moi comment ça marche » ou c'était jamais assez, jamais correct. C'était comme sa manière à lui de se remonter. Tu sais, il y a des gens... Il y a des coachs de hockey. Puis là, je ne veux pas généraliser. Il y a des très bons coachs, il y a des très bons hommes, il y a des très bons... Tu sais, là, je te parle de ce qui me monte vite en tête, là, mais de la dévalorisation, la personne qui est dans posture d'autorité, c'est comme un mécanisme en disant, je vais dévaloriser l'autre pour moi avoir l'impression d'être dans ma posture. Oui. Puis ça, c'est un écueil parce que Oui. ça fait des dégâts. Les gens, ils reçoivent cette dévalorisation puis ça crée des blessures. Oui. Puis quand on va là, comme leader, comme personne en posture d'autorité, ça ne donnera pas d'impact positif. Là. Mais non. Ça aide pas, c'est pas constructif et positif, ça aide pas à avoir une meilleure ambiance de travail, ça permet pas à la personne qui travaille peut-être sous tes ordres à être plus proactif ensuite ou dans une meilleure Tellement énergie pour travailler. Tu sais, c'est l'inverse que ça crée fait. Le contraire, c'est ça. Oui, ça fait, ben là, ça me tente pas, puis là, je suis pas bonne, puis là, pourquoi je continuerais de travailler, puis ça fait l'effet inverse. C'est ça. Ça crée de la négativité. Voilà. Donc, ça, effectivement. Un autre qu'on peut voir, c'est la culpabilité, la culpabilisation. Je donne un exemple. On va dire qu'on a un leader qui a délégué. Mhm. Mais il a trop lâché prise. Tu sais, dans le Oui, sens, dans j'ai le laisser délégué, être, là, le j'ai laisser laissé faire. être. Et j'ai pas vu à m'assurer que les délais allaient être rencontrés. J'ai complètement délégué, mais après, j'ai fait... Je ne suis plus responsable, mais je l'ai déjà dit, on est toujours responsable de notre travail si on est celui qui est en posture d'autorité. Alors, tu peux déléguer puis ne pas être en contrôle, mais tu dois quand même rester au courant de ce qui se passe, vérifier est-ce que tout va bien, est-ce qu'on a besoin d'aide pour arriver dans nos délais, Ouais. peu importe. Alors, on prend cet exemple-là, puis là, on va dire que le résultat attendu n'est pas là à la date ou l'heure précise ou comme on le souhaitait, il arrive un bug.
Quelqu'un qui serait dans la culpabilisation pourrait dire à son équipe ou les gens concernés, c'est de votre faute, là, on va avoir l'air de quoi, on n'est pas prêt, la présentation, le PowerPoint ne fonctionne pas, comment ça que tu n'as pas vu à faire un double dans un autre ordi? Tu sais, la Oui, culpabilité, la faute est sur l'autre. oui. C'est un écueil. Le C'est un autre leader, mécanisme, oui. c'est à lui de faire mode solution, évidemment, mais aussi de dire, tu faisais partie de tout ce qui était à mettre en place. Ils ont effectué les tâches demandées et le leader doit toujours prendre la responsabilité de ce qui se passe. Oui, 100 Puis aussi quand ça ne va pas. Oui, Donc, c'est un exemple c'est de un autre exemple. culpabilisation qu'on pourrait observer. Oui, tout à fait. Il y a la confluence. Oui. La confluence qui est, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce mot-là, c'est euh, il y a quelque chose qui me dérange, il y a une situation qui me dérange et plutôt que d'oser aller l'adresser à la personne directement, je vais aller jaser par en arrière à d'autres personnes. Donc, en bon québécois, c'est on va jaser dans le dos de l'autre, Oui. puis on va se monter contre l'autre en se disant Oui. mais c'est vrai, ça n'a pas d'allure. As-tu vu comment elle a fait Oui. ça? Puis elle a dit ça l'autre fois, plutôt que d'aller l'adresser directement à la Ça, personne. là, c'est directement relié à ton autonomie affective versus ton insécurité affective, ton estime de soi. Parce que quelqu'un qui a de l'autonomie et de l'estime, il va l'adresser à la personne concernée dans une communication qui est authentique, Mhm. qui est nommée, les besoins, mes attentes, mes émotions, comment l'autre le perçoit. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Quelqu'un qui n'a pas fait ce travail-là sur lui-même, il n'est pas conscient de toute façon qu'il conflue. La plupart ne savent même pas ça veut dire quoi ce mot-là. Exact. OK? Puis ce qu'il fait, ben, c'est ce que tu as nommé. Il s'en va s'auto-valider par les autres pour justifier comment il a donc raison de sentir ce qu'il sent. C'est ça. Mais c'est parce que les autres, ils n'ont peut-être même pas cette relation-là avec cette personne-là. Peut-être que les autres, dans leurs histoires, cette blessure-là qui s'est activée pour toi, là, puis la perception que tu as de ça, c'est pas Il du tout apporte ce qui pas. se passe pour eux. Mm. Mais dans la confluence, ça a un effet de contamination. Puis les autres, si eux n'ont pas de solidité intérieure, ces gens avec qui tu conflues, là, même s'ils n'étaient pas du tout concernés par le truc, s'ils ne sont pas solides intérieurement, ce qu'ils vont faire, ils vont te donner raison, puis ils vont se mettre à y trouver des défauts. Ça n'avait même pas rapport dans leur histoire. Non, puis la confluence, là, Steph, il y en a tellement. Partout, ça part à l'école, hein? Partout, à l'école, et on le voit, là, même quand on est des enfants, il y en a partout dans tous les milieux de la Ouais. confluence. C'est très répandu comme phénomène. Oui. Puis c'est facile aussi d'entrer dans de la confluence. Ça veut dire que des fois, on n'est pas celle qui fait de la confluence, mais on va être celle qui va Participer. recevoir. Et donc, je me mets à participer parce que mon ami arrive, puis là, elle se met à me parler de l'enseignant. Puis là, moi, je le pensais pas vraiment, mais là, vu que je suis dans la gang, puis que là, j'en jase, ben, je vais peut-être finalement rajouter quelque chose. Oui. Et même si c'était pas mon point de départ, on participe. Fait que ça, il y en a beaucoup. Les gens qui ne glissent pas dans la confluence, habituellement, ils ont un niveau d'estime plus élevé. Mhm. Et surtout une compréhension de de la conscience, une compréhension de ce qui se joue. Ils le voient. On est là-dedans, là. Donc, Ouais. ils peuvent l'arrêter. Mais comme les gens n'ont pas tous fait du développement personnel, puis qui font pas tous un chemin de connaissance de soi, premièrement, ils ne savent même pas qu'il y a des mots à mettre là-dessus, puis ils ne savent pas que ça parle de l'insécurité, puis que c'est un besoin d'appartenance qui fait que là, je vais être avec ce gang-là, qu'on pense tous C'est pareil. ça. Mais dans une équipe professionnelle, là, on parle de cours de récréation parce qu'on le voit chez les jeunes, là, mais on voit ça chez les adultes. Là. On voit en a ça dans plein. les cantines, dans les Oui. salles de repas, Ah oui. dans les bureaux quand les portes sont fermées, dans le char en allant travailler. C'est partout. Oui. Une personne en posture d'autorité ne peut pas confluer. Non. À moins que tu veuilles créer du bordel dans ton environnement de travail. Exact. Fait que ça, c'est un autre mécanisme. Puis, tu veux-tu parler du dernier qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, Qui est la projection. Oui. Mais la projection, en fait, comprendre la projection, c'est je projette sur l'autre ce qui parle de moi, puis je ne vois pas que je parle de moi. Je suis certaine que Comme je ma cliente, comme ta cliente que je avec nommais tout à l'heure, rouge avec à le rouge à lèvres là, et le maquillage. Mais dans un contexte d'entreprise, de la projection, Tu j'essaie peux de trouver prendre un exemple. l'exemple de tantôt que je parlais par rapport aux finances. Là. Tu sais, mettons, on Oui. veut offrir des services, on va demander, ou il y a un client ou quelqu'un qui va nous dire ben voyons, Mais ça n'a pas de bon sens. j'ai un bon exemple, Alex, parce que clairement, aujourd'hui, j'ai une entreprise. Mhm. Mais si je recule de 4-5 ans, j'étais travailleur autonome. OK? J'ai déjà jugé, je le nomme, j'ai déjà jugé des gens qui ont des entreprises, puis je me demandais comment ils pouvaient justifier des prix comme ça. Je me suis fait cette réflexion-là en jugeant le prix qui était demandé par cette entreprise-là ou ce service-là professionnel parce que ça partait de moi où j'étais dans ce moment-là de ma vie. J'étais une travailleuse autonome.
Je l'avais pas l'arrière-scène de l'entrepreneur. Moi, je voyais ça un peu comme mon contexte à l'heure, puis c'est comme, ouais, elle se prend pas C'est pour de la cher. merde, hein, Oui. c'est cher. Puis un jour, j'ai ouvert une entreprise, puis j'ai commencé à comprendre l'arrière-scène. Il y a des choses que je savais d'emblée, il y a des choses qu'on sait Oui, naturellement, mais il y a des choses qu'on ne sait pas avant de le vivre. exact. Le contexte économique d'une entreprise, comment il y a d'humains qui travaillent derrière une entreprise, comment il y a de gens à payer derrière une entreprise, Comment il y a de frais comment il y a de de frais, gestion, de... comment, en fait, le montant d'un service peut être fixé en fonction de la qualité du service que tu veux offrir. Oui. Parce que c'est sûr que si, par exemple, tu offres un service de base, puis quand tes cours se terminent, il n'y a plus de service avant le prochain cours, c'est peut-être pas le même prix que si on est pratiquement du lundi au vendredi disponible, que quelqu'un de l'équipe qui peut répondre. Mm. C'est peut-être pas le même prix financier qu'un cours qui est payé à l'heure. Ouais. Mon regard sur ça a changé parce que j'ai vécu l'expérience et des projections que j'ai déjà faites. Je peux les vivre aujourd'hui avec des clients qui vont me le projeter. Puis là, je vois que hey, j'ai déjà dit ça moi aussi, puis là, je me le fais jouer. T'as déjà été là. Puis là, dans ma posture d'autorité saine, ça va être je vais accueillir la non-compréhension du client sur la justification des prix, que je n'ai pas à justifier, en fait, parce que c'est un autre mécanisme de défense. Mais je suis consciente de ce qui se joue. Mais ça demande quand même de l'autonomie affective, de la sécurité intérieure, parce que c'est pas agréable, parce que Mais ça non. déclenche des émotions inconfortables. Ouais. C'est tout ça. Il y a tellement de niveaux dans le leadership, tu sais, c'est multifactoriel, multi-choses. Hein? Tellement. Fait que, tu sais, aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a fait un survol de c'est quoi un peu de la gestion émotionnelle. On va développer dans les prochains épisodes. On va parler des blessures, on va parler des dynamiques relationnelles, mais ici, c'est ça qu'on a abordé aujourd'hui. On vous a donné des exemples, puis on a donné des exemples aussi de mécanismes de défense. Ça veut dire que quand tu es dans une posture de leadership, puis que tu as de la difficulté à incarner ça, tu vas passer par un moyen de contourner ça par projection, dévalorisation, confluence, Ouais. culpabilisation. Il y en a plein d'autres justifications, tout ça. Il y en a vraiment beaucoup des mécanismes. Donc, peut-être qu'on peut poser la question aux gens, est-ce que tu es capable d'aller voir dans ta tête des situations passées, soit que toi-même tu as vécu ou que tu as fait vivre, et tu étais dans quoi? Est-ce que tu en as fait de la confluence? Est-ce que tu en as fait de la dévalorisation? Est-ce que tu en as fait de la culpabilisation? Oui. Probablement que ça risque d'être oui. On le fait. Bien, on le fait tous à un niveau ou à un autre parce qu'on n'est pas des êtres parfaits, mais l'idée, c'est de se voir le plus souvent possible pour pas tomber là. Puis que si on tombe là, avoir au moins l'honnêteté de voir qu'on est tombé puis de s'excuser auprès des gens avec qui on travaille parce que c'est un écueil Oui. professionnel. Puis le leader est capable de se voir puis de se récupérer et de faire j'ai fait ici une erreur, je m'en excuse, Oui. je vais me récupérer. Comme je dis toujours, c'est pas juste de le répéter à chaque fois en disant je vais m'excuser à chaque fois, mais de faire le travail, tu sais. Mm. Puis on peut aussi demander comme question en terminant, c'est est-ce que tu te reconnais davantage dans l'aspect réactif? Donc, je crie, je menace, je me désorganise émotionnellement, ou je me reconnais dans, qui est une fausse maîtrise, les mécanismes de défense qu'Alexandra a nommés tout à l'heure, ou je suis réellement en maîtrise, je suis capable de mettre ça à côté, de gérer ce qui est là dans mon champ d'intervention parce que je suis en train de travailler avec une équipe, puis de m'occuper de tout ça ensuite. Donc, déjà, tu as une prise de conscience ici. Le chemin ensuite, bien évidemment, c'est un chemin d'évolution. C'est un chemin de connaissance de soi. Mais j'espère pour vous que ça vous donne des pistes, autant pour vous que pour ceux qui sont peut-être au-dessus de vous dans des postes de gestion ou d'autorité. Voilà. Alors, on s'arrête ici aujourd'hui. On va se retrouver dans un prochain épisode sur, encore une fois, le leadership transformationnel. À bientôt.